Salut, c'est Régis, merci d'avoir cliqué sur cet épisode avec InnoJP, il est plutôt cool, mais si t'as pas écouté la première partie, bah déjà c'est dommage, mais surtout tu risques de pas tout comprendre, donc moi je serai toi, j'irai l'écouter. Parce que dans la première partie on a parlé de l'actualité de Inno, de son spectacle incroyable que je vous invite à aller voir, mais aussi de son enfance, son adolescence de 17 à 34 ans, ses débuts par hasard dans l'humour jusqu'à la décision de partir à Montréal pour participer à l'École nationale de l'humour. On débute donc l'épisode avec son arrivée à l'école. Voilà, je te laisse écouter, profiter de l'épisode. Si tu veux me croiser sur scène, je serai le 2 septembre au cabaret Mademoiselle avec notamment Dena en MC, Your ou encore Fanny Ruet pour une scène du What the Fun, donc ça risque d'être pas mal. Donc viens, bonne écoute. Donc voilà, je pars à l'école de l'humour, hein, voilà, c'est ça qui se passe finalement, tu vois, c'est ça qui arrive. Et là j'ai 2 mois pour me préparer, parce que donc les éditions et tout c'est au mois de mai et l'école commence fin août, enfin j'ai 3 mois quoi, tu vois, pour organiser 2 ans de ta vie dans un pays étranger. Moi j'avais pas beaucoup l'habitude de voyager, j'étais une brinque au niveau administratif et j'étais dans une situation où, enfin voilà, tu vois, je devais vider la maison de mes parents, je sortais tous les soirs parce que j'avais pas encore géré mes addictions. Donc bref, c'était le chaos, mais d'une force, et parce que l'idée c'était de réussir à trouver des locataires dans la maison pour que les locataires viennent quelque part financer mon séjour, parce que pendant 2 ans tu travailles pas aussi, c'est ça qui se passe, tu vois. C'est pour ça que tu dois être prêt aussi, Régis. Il faut... Oui, je sais bien, je vois très bien les 17 500 $ qu'il faut pour... Oui, mais ça c'est juste pour l'école, mais après il faut vivre, tu vois. Et le truc c'est que tu dois montrer aussi l'immigration, ils sont pas simples hein, au Québec là. Tu dois montrer que tu as autant sur ton compte. Et bref, du coup, voilà, pendant ces 3 mois, je tente de vider la baraque de mes parents, de mettre des locataires, mais en fait je pas du tout organisé, tu vois, Monsieur Mégo du petit Spirou. Mais ouais, j'étais un peu ce prof de sport là, mais qui fume là, qui est bedonnant, hein, qui ressemble à rien, tu vois. Ben en gros, je sais pas, j'étais un peu ce gars-là, mais qui devait normalement avoir la vie d'un vrai sportif, mais qui était Monsieur Mégo quoi. Tout ça fait que évidemment, j'arrive à Montréal vaille que vaille, en retard parce que j'ai pas rempli les papiers, donc une première fois j'arrive pour le début de l'école, je me fais recaler à la douane, je dois reprendre un avion pour revenir. Le temps d'avoir les bons papiers, il y a déjà 1 mois d'école qui est passé, donc je suis déjà dans une situation où les élèves ils savent pas qui c'est, mais ils savent déjà que le gars il est à moitié fareux. Je suis encore un peu, tu vois, on retrouve le truc du taxi là, tu vois, le côté les gars, on sait pas qui c'est, mais on parle de lui, mais c'est drôle, mais on parle pas de mes blagues quoi, tu vois. Mais de leur point de vue, ça fait les Belges, c'est bizarre. Ouais. On l'attend depuis 1 mois, où il est? Où il est quoi. Où il est ce Inno. Déjà ce nom, en plus le truc c'est que tu vois mon prénom Innocent qui est mon premier prénom en fait, c'est mon prénom de naissance, et Jean-Paul c'est mes parents adoptifs qui ont préféré garder Jean-Paul, mais à la base je m'appelais Innocent parce que comme dirait ma mère biologique, et ça elle a eu le temps de me le dire, je lui ai dit mais pourquoi tu m'as appelé Innocent? Elle m'a regardé, elle m'a dit mais parce que t'étais innocent dans toute cette histoire. Mais bon, il faut savoir qu'au Québec, innocent, c'est pas justement quelque chose de très gratifiant comme qualificatif, et surtout pas pour un prénom. Donc du coup, j'avais, tu vois, c'est encore pris au sens péjoratif du 19e siècle, l'innocent du village, quoi. Tu vois. Et donc là, c'est l'innocent belge qui n'arrivait pas, quoi. Donc voilà, et finalement, j'arrive et je fais mon année à l'école de l'humour où j'apprends la rigueur. Ça a été l'ostéopathe de mon être, quoi. Tu vois, en gros, j'arrivais vraiment en étant complètement courbaturé de partout, et c'est vraiment le Québec qui m'a genre fait et ça a été douloureux, et ça n'a pas fait du bien, et encore pendant longtemps après, j'ai ressenti les courbatures, et un jour, t'es là, en fait ça va mieux. Mais sur le moment, c'était intense. Ça va être le nouveau slogan de l'École nationale de l'humour, c'est l'ostéopathe de votre être. L'ostéopathe de votre être. Le NH. Mais du coup, voilà, ouais, c'est ça qui s'est passé, en gros, parce que c'était la première fois que je me trouvais dans un environnement où on prenait l'humour au sérieux. Tu vois, je parlais là tantôt de jamais réussir à faire ça sérieusement, et ça, c'est une des premières choses qu'on m'a reproché là-bas, tu vois. C'était parce que déjà, au Québec, c'est tellement différent. Je veux dire, l'humour, c'est 25% de part de marché, donc ça veut dire que c'est 1 billet sur 4 de spectacle vendu, c'est un billet d'humour. Donc c'est avant le cinéma, le théâtre, Céline Dion, le Cirque du Soleil, enfin c'est avant tout, quoi. Donc c'est dans la sève des gens. Quand t'arrives là-bas, le public, il est plus drôle que toi, quoi. Moi, je me souviens d'avoir assisté à un open mic, enfin tu vois, parce qu'il y a un peu des soirées d'humour maintenant, il commence à y en avoir un peu à Bruxelles, mais là-bas, il y en a partout, tout le temps. Clairement, à Montréal, il y a
il y a moyen de jouer trois fois par soir. J'ai écouté ça dans les podcasts aujourd'hui, il y en a plusieurs qui disent ça, il y a moyen de jouer 3 scènes sur une soirée d'humour. Et il y en a qui font 3 scènes par soir, 5 soirs semaine, quoi. Et qui cavalent entre... Mais à Paris aussi, mais à Paris, tu sais jouer, même je sais qu'il y en a qui jouent même des 6-7 fois, mais pas tous les soirs. À Montréal, je pense que tu peux peut-être jouer 3 fois tous les soirs. Tout ça pour dire que je me souviens d'avoir assisté à un open mic à l'UQAM, tu vois, qui est... l'université. Et il y avait une soirée le mardi qui était tenue par Fred Dubé. En fait, il faisait un truc en tant qu'animateur, c'est qu'il lui proposait au public de poser des questions, tu vois, pour animer le retour d'entracte, quoi. Tu vois, donc dans l'entracte, les gens pouvaient, sur un petit papier, écrire une question à mettre dans un chapeau, et lui, au retour d'entracte, ce qu'il faisait, c'est qu'il déployait le papier, et il regardait, et puis il commentait, il essayait d'improviser sur ce que les gens avaient proposé. Je me souviens d'un jour d'être là, donc il prend un papier, et il y avait une personne dans le public qui avait écrit « Est-ce que toi aussi, quand t'étais petit, au primaire, tu balançais des avions en papier dans les cheveux des gens qui étaient nés un 11 septembre. » J'étais là, waouh! Et ça, c'était un mec lambda du public qui n'a même pas envie d'être sur scène. C'était juste, ça te cite, je sais pas, l'espèce de niveau de base du rapport à l'humour des gens, quoi, tu vois? T'as un truc qui, pour un humoriste ici chez nous, pourrait être genre sa vanne de punch-out, de spectacle, quoi. Façon de parler, quoi, tu vois. Oui, ça peut être un très bon one-liner, très efficace, mais oui. Mais là, c'était juste un truc de retour d'entracte d'animation, quoi. T'es là, wow, ok, donc le niveau, tu vois, je me souviens, une fois, Farid avait commenté, avait fait un statut en disant « Je suis dans la salle du temps » et c'était une photo de lui au bordel, tu vois, parce qu'il y avait ce côté salle du temps, Dragon Ball. Voilà. Pour les non-geeks, c'est une salle où le temps s'arrête, où les gens s'entraînent et reviennent beaucoup plus fort après. Ouais, et en fait tu restes dedans pendant 1 an, mais dans le vrai monde, quand tu ressors, c'est juste 1 jour. Et la gravité est plus importante. Donc ça veut dire que de base, tu te muscles même en respirant, tellement la gravité est plus importante que sur la... Et là, c'est la même chose, tu avais l'impression que la gravité humoristique était plus lourde. Que donc tu te musclais même en ayant des discussions avec ton dentiste, quoi, tu vois. Donc voilà, donc ouais, la rigueur, l'humour au sérieux, voilà, moi je me souviens, et c'est ce que mes collègues me reprochaient beaucoup, parce que cette attitude un petit peu de procrastination active et d'arriver à la dernière minute avec des trucs pas écrits, de oui, mais j'ai pas réussi à écrire parce que j'étais trop dans mes pas. Non, ils sont là, non, toi livré, voilà, pour niaiser. Et je me souviens d'une discussion un jour après le spectacle de fin d'année en première année, on fait une table ronde, tout le monde, tous mes collègues même de ma cohorte, tu vois, qui sont pas hyper contents de mon travail parce qu'ils me trouvent beaucoup trop nonchalant, tu vois, parce qu'il y a encore ce truc où j'arrive en retard, machin, parce que la ponctualité aussi, les rapports au temps, tu vois, il y a un côté très anglo-saxon au final en Amérique du Nord, tu vois, donc il y a un côté où moi qui ai vraiment beaucoup de mal à arriver à l'heure de manière générale, mais là c'était doublement injurieux pour eux parce que en gros le truc c'est que là-bas l'idée, enfin c'est comme en Angleterre, c'est que arriver à l'heure c'est déjà être en retard. Moi quand j'arrivais tout content à 9h05 pour un cours de 9h en ayant encore la pluie du bus et des machins et d'arriver et d'avoir l'impression d'être juste 5 minutes en retard, tout le monde était choqué en disant mais pour qui se prend déjà ce type, on l'attend depuis 1 mois. Et puis il arrive encore pendant 1 mois à faire des excuses de oui j'ai raté mon bus de machin, mais mec mais rentre alors, tu vois, enfin tu vois, tu te rends pas compte de où t'es, quoi. Et je me souviens du coup de la table ronde de fin d'année qui était quand même assez violente mais juste, dure mais juste, sur le retour de mec et de Marilène qui était la plus jeune fille de ma classe, Marilène Gendron, qui est une très bonne humoriste, vraiment qui travaille fort et pour qui j'avais vraiment une certaine admiration parce que pour moi c'était un peu l'incarnation de qu'est-ce que c'est de grandir dans un pays où on prend justement l'humour à sa juste valeur, mais aussi avec une espèce de la liberté aussi qu'offre un espèce de système horizontal de l'autorité comme ça, tu vois, où c'est pas les profs qui sont là tout en haut et les élèves sont là tout en bas, il y a ce côté où on est sur un truc horizontal, quoi, où tout le monde se questionne et où moi j'avais déjà 30 ans passés, elle en avait 19 et j'étais là mais putain mais comment tu peux être aussi sûr de toi à 19 ans, tu vois, moi c'était un truc qui m'impressionnait très fort. Et voilà, et donc je me souviens qu'elle me dit mais Ino, je comprends pas que tu ne prennes pas l'humour au sérieux. Et je la regarde, je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire prendre l'humour au sérieux? Tu vois, pour moi c'était absurde comme phrase parce que moi avec mon expérience de la Belgique et de tout, déjà quand les gens je leur disais je fais l'école de l'humour, ils étaient là putain mais les gars et c'est quoi la prochaine étape, quoi, tu vois, jonglerie, enfin, donc du coup de mon point de vue, enfin du point de vue plus occidental, c'était marginal, tu vois, de prendre l'humour au sérieux. Et donc elle me regarde avec un peu déçu et fâché en même temps en disant mais je ne comprends même pas que je doive t'expliquer ça, tu vois. Et moi ça c'était un peu un électrochoc de se dire en fait les blagues c'est pas des blagues, quoi. Quand si tu veux vraiment bien le faire, c'est important, quoi. Et du coup c'est ce que j'en retire vraiment le plus,
c'est de la rigueur, mais avec aussi énormément de bienveillance. Là, je dis ça, ça a l'air un peu intense, mais il y a eu aussi de la part de tout le monde énormément de patience, énormément d'accompagnement, énormément de tolérance, essayer de comprendre, mais qu'à un moment donné, ils ont aussi perçu le fait que bon, il y avait aussi une part de fainéantise et que cette histoire de perfectionnisme n'était pas suffisante, tu vois. Il y a ce truc de se dire, ben voilà, un peu connu, de voilà, si tu veux trouver l'inspiration, il faut qu'elle se trouve en train de travailler, quoi, tu vois. Donc assieds-toi à ta table et taffe, quoi, fais ton truc et n'aie pas peur et accepte d'être dans un processus, tu vois, accepte de faire de la merde, ne tombe pas amoureux de tes vannes, enfin, tout ce truc où on a tous dur, tu vois, par rapport à ça, mais on avait un cours extraordinaire de créativité avec Nadine Mathurin, qui est une femme extraordinaire aussi, qui avait ce cours où j'avais l'impression que moi, c'était un scanner de mon cerveau, mais c'est un scanner de n'importe quel cerveau qui veut faire de la création, quoi. C'est tous les blocages que tu peux avoir et comment réussir à les dévier et comment réussir à trouver des solutions, même quand t'es face à une page blanche, même quand t'es bloqué dans une situation. Et c'est le cours où tu pouvais le plus parler de justement comment éviter la procrastination et comment éviter de trop rien foutre. L'école a été le push que tu avais besoin, quoi. L'école a été le push que j'avais besoin au niveau professionnel et aussi au niveau personnel. Mais ça, pas que l'école, le simple fait de passer du temps au Québec, mais déjà de passer du temps loin de chez soi, je pense que ça remet un peu les choses en place. Voilà, c'est comme le confinement au final, tu vois, t'es un peu seul, t'es un peu face à toi-même et tu peux plus t'esquiver, t'as plus d'excuses non plus quand il t'arrive un truc, tu peux pas dire ouais mais c'est la faute de nanana. Non, t'es venu tout seul, t'es venu toi avec ton bagage, s'il se passe un truc c'est ta faute et trouve pourquoi et trouve des solutions et avance, quoi. Et donc au niveau personnel, encore une fois comme je disais au début là, que à quel point c'est au plus tu vas aller mieux personnellement, au plus tu vas dégager une bonne énergie et au plus ça va donner de la force à tes blagues, et ben là c'était pareil, le Québec m'a un peu de manière globale remis sur le droit chemin parce que plein de choses, déjà c'est là où j'ai arrêté de boire, tu vois, c'est là-bas et c'est encore en grande partie aussi grâce à l'école parce que voilà, il m'est arrivé 2-3 choses où je m'étais dit bon là écoute, je peux plus nier que j'ai un vrai problème et que ça commence à avoir des conséquences pas que pour moi, et où je me dis bon, ben ok, on arrête tout. Et l'école qui m'avait aussi mis un peu dos au mur en disant écoute, si tu continues à être comme ça, parce que j'arrivais parfois dans des états de lendemain de veille. Enfin, je me souviens juste une fois à Noël, je suis arrivé à un cours d'impro, mais tous les examens étaient déjà passés et tout, et c'était examen d'impro, mais je m'étais dit ouais, c'est bon, l'impro, c'est pas grave, si t'as pas dormi, si t'as fait la fête. Et donc j'arrive, mais je ressemblais à rien, quoi. C'est le directeur pédagogique, Yves Trottier, que je salue, qui m'a retrouvé en train de dormir dans une classe, et il a dit mais mec, mais c'est pas possible. Parce que en même temps, ils ont pas, de manière générale, pas le même rapport à l'alcool qu'en Belgique, tu vois, où nous on fait la fête toute la nuit, et c'est, voilà, là-bas, on sert plus d'alcool dans n'importe quel endroit public à partir de 3h du matin, tu peux plus acheter d'alcool dans les grands magasins à partir de 20h, les dépanneurs ferment à 23h, enfin c'est beaucoup plus contenu, quoi, tu vois. Ici ils trouvent ça hallucinant que tu puisses acheter de l'alcool dans les stations-service, tu vois. Pour eux ça n'a pas de sens, et en fait à la base ça n'a pas vraiment de sens. Non, mais en Belgique l'alcool c'est impressionnant, quand tu sais qu'en Belgique le sponsor de notre ligue de football c'est Jupiler, qui est la bière nationale, ouais. Ça montre tout en Belgique. Moi, je sais que en tant que personne qui ne boit pas, je dois me justifier de pourquoi je ne bois pas. T'en as parlé tout à l'heure, mais c'est pas facile d'être quelqu'un qui ne boit pas. Je suis la minorité et je dois expliquer. Et il y a même des gens qui me jugent négativement par rapport au fait que je ne bois pas. C'est tellement ancré. Mais t'as jamais bu? J'ai déjà goûté, mais j'aime pas le goût, j'aime bien être en contrôle et j'ai jamais voulu être saoul, j'ai jamais été, je ne le saurai jamais. Après, il faut jamais dire jamais, mais moi j'aime beaucoup le dire. C'est quelque chose que en Belgique, vraiment, c'est pas toujours facile il y a un petit peu un rejet parfois de certaines personnes parce que je ne bois pas. Bon, après, c'est pas les meilleures personnes, donc c'est pas grave s'ils me rejettent par rapport à ça. Ouais. Mais c'est quelque chose en Belgique quand même pas évident. Donc je comprends que dans les autres pays, c'est un choc. En Belgique, on est le pays le plus gros consommateur d'alcool au monde. Donc gros choc des cultures, si tu vois, du coup quand t'arrives là-bas et que t'es alcoolique ici, ça veut dire que là-bas, t'es un peu genre un Dark Vador de la vodka. Enfin, tu vois, c'est intense, quoi. L'école m'avait mis dos au mur en disant, mec, ça va pas aller, quoi. Tu vois, si tu continues comme ça, on va pas pouvoir te garder. Et moi, j'étais là, mais comment j'ai réussi à me foutre dans la merde tout seul à ce point-là? Ok, il faut que j'arrête. Mais c'était dur de se dire, j'arrête complètement, parce que ça fait des années que j'essayais simplement de modérer, et avec énormément d'absence de réussite, mais de cet objectif-là, mais j'essayais de modérer. D'être simplement quelqu'un de festif, mais pas trop. Et donc il se trouve que non, c'est pas ça qui pouvait fonctionner pour moi. Moi, je devais arrêter complètement. Mais j'avais peur. Ma première pensée, c'était mais donc ça veut dire que je vais même pas boire un verre de champagne au mariage de ma fille, dit à un gars qui n'est même pas casé. Enfin, tu vois. mais j'avais cette perspective de passer du côté sombre, triste des gens qui boivent de l'eau
Et voilà, mais l'école m'a beaucoup aidé. Et notamment aussi Pierre Penaud-Rivard. Je l'ai eu dans le podcast, c'est les prochains épisodes qui sortent. Il sort lundi. Ah, bon, bah nice. Lundi. Ça devait être une chouette conversation. Très chouette aussi. Mais oui, et bien Pierre Bruno qui a été très disponible, parce qu'en fait lui il est très vocal et il assume complètement aussi. Et c'est ça qui, en fait, c'est que le fait d'en parler, et c'est pour ça que maintenant j'ai plus de difficultés avec ça, c'est parce que soit les gens que ça met mal à l'aise, ben souvent parfois c'est des gens qui ont eux-mêmes un problème et qui s'interrogent sur leur consommation. Tu vois, les gens qui vont te faire chier en disant bah, allez Régis, t'es sûr que tu veux pas boire, ben c'est parfois des gens aussi qui veulent pas simplement pas boire tout seul, tu vois. Soit il y a des gens qui s'interrogent sur leur consommation et qui se disent ben, ah, en fait on peut passer de l'autre côté et quand même avoir une vie chouette, tu vois, et l'assumer et ne pas vivre ça comme une honte à cacher, enfin vivre ça comme un squelette dans le plaque. Et Pierre Bruno, entre autres, m'a aidé à ça, quoi, et sur place m'a indiqué des adresses, et l'école elle-même m'a mis en contact avec des gens, parce que bon, après l'école de l'humour ça reste une école d'art qui existe depuis plus de 30 ans, donc ils en ont vu passer des cas dans tous les sens, quoi, tu vois, en termes d'addiction, de challenge, de santé mentale et tout, ils avaient des adresses, quoi. C'est là où j'ai vraiment commencé un travail profond sur moi-même. En fait, c'est ça, quand je disais le Québec, c'est le fait de vraiment commencer à choisir qui tu veux être et te dire si j'ai envie d'être une bonne personne, ben, ça va être du travail. C'est pas tout de le dire, c'est là on va le faire, on va essayer de le faire. Parce que là-bas, en plus, t'as vraiment une pression sociale forte pour être une bonne personne, tu vois, avant d'être artiste. Et ça, je trouve que ça a été vraiment une autre manière de voir les choses et qui est très intéressante, je trouve. C'est le fait que tu dois d'abord être quelqu'un de bien, et au plus tu as de l'exposition, au plus il y a une pression pour que tu sois quelqu'un de bien, et ce qui devrait être logique, quoi, finalement. Tu vois, les accès au micro, à la parole publique, comme pour les hommes politiques, ou les femmes politiques, nécessitent d'avoir d'avoir des gens, en tout cas, qui travaillent fort à être des gens bien, parce que, alors que je trouve qu'en France, en tout cas en Occident, il y avait plus ce côté de, une fois que tu étais reconnu comme artiste de génie ou pas, ben, tu pouvais, entre guillemets, tout te permettre, tu vois. Tu vois, le cas d'école un peu de ça, je trouve que c'est par exemple Gainsbourg. Je l'ai pas connu personnellement, mais même si on a été contemporains à une époque, je me souviens, il venait dans les émissions de Patrick Sébastien quand j'étais petit. Enfin bref, tout ça pour dire que tu vois ce personnage un peu rien à foutre, machin, je fume quand je veux, j'insulte les gens, je te dis j'ai envie de te baiser, machin. Mais ça, c'est pas possible, quoi. Au Québec, c'est pas possible. Tu peux avoir du talent n'est jamais une excuse, quoi. Et moi, naïvement, je sais pas si je pensais, enfin tu vois, qui est quand même grandi dans cet univers ici, tu vois, où justement une fois que t'es reconnu comme un artiste talentueux, tu as des privilèges et des passe-droits sociaux un peu absurdes, même si c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose qui est forcément conscientisé, mais je pense que c'était d'une manière assimilée, vu que j'ai été surpris en étant au Québec à quel point ce système de valeurs-là était complètement inversé, quoi. Et du coup, il y avait ce côté, ok, donc il faut, s'en fout d'être artiste, il faut d'abord être une bonne personne. Ok, ben travaillons d'abord là-dessus. Et de toute façon, dans la vie, de manière générale, j'ai envie d'être une bonne personne. Je vois pas pourquoi ce serait un frein, quoi, tu vois. Mais qu'ici, il y aurait plus l'idée de, on va pas me juger sur ma vie privée. Moi, ce qui est important, c'est ce que je livre sur scène. Non, ta gueule, ta gueule. Essaye de livrer 24 heures sur 24 quelque chose de cool, quoi, tu vois. Sois d'abord une bonne personne et après on verra sur scène. Ouais. Beaucoup de transformation globale, en tout cas travail global. Et c'est en ça que le Québec m'a fait beaucoup évoluer, sur les deux plans, quoi, finalement. À la fois l'importance de la rigueur professionnelle à l'école, tu vois, de devoir livrer, tu vois, enfin tous les vendredis, t'as 5 nouvelles minutes à livrer, tu vois, plus tous les autres travaux, plus le travail en dehors, quoi. Au final, c'est ça qui a payé, quoi, et c'est ça qui a été un peu le tournant. Je trouvais qu'on le ressentait fort. Je me rappelle, il y a une scène où quand tu es revenu en Belgique, tu as joué au Kings, et je me suis dit, waouh, c'est pas le même. C'était très drôle, mais t'étais déjà très drôle pour moi avant. Mais il y avait un truc dans comment tu étais, qui respirait le je suis mieux. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je me disais, il rayonne d'une certaine façon. Il y avait un truc de vibe il revient et il rayonne. Je vois pas d'autre façon de le dire. Il y avait un truc de waouh. Merci. Ça donne envie d'aller au Québec. Et moi j'étais là à l'école de l'humour. C'est tellement bien. Regarde Lino. Mais allez-y, franchement. Comment t'as vécu après ton retour en Belgique ? Dans un premier temps, c'était compliqué parce que j'étais un peu dans un truc entre deux où finalement je me suis retrouvé dans une situation qui faisait que je pouvais pas rester au Québec. Je me suis fait aussi rattraper par mon manque de préparation au préalable, là, tu vois, ces fameux 3 mois que j'avais pas du tout géré avec ma maison qui était en travaux et nanani nanana. Et donc je suis revenu et je devais d'abord gérer ça, quoi. C'est comme si j'avais mis ma merde sur pause en Belgique tout le temps où j'étais là-bas, et en revenant, j'ai réappuyé sur play et c'était pas facile, quoi. Donc voilà, déjà
déjà que je revenais un peu la queue basse. Donc il y a eu quelques mois un peu difficiles de nouveau. Je vide la maison de mes parents, je continue les travaux de rénovation, j'essaie de trouver des locataires. Je rigole parce qu'encore une fois là je me retrouve de nouveau dans cette situation de je suis le seul noir dans un quartier un peu bourge à devoir louer une maison. Tu sais que les gens ils arrivaient, tu vois, au début il y a eu 2-3 fois où les gens ils disaient bonjour, ah, vous êtes là pour la visite et nanana, et après 5 minutes ils me disaient mais le propriétaire il vient pas. Vous êtes le majordome. Oui. Parce qu'on est dans le Brabant wallon, donc c'est tout à fait possible. Et que du coup, moi, plus jeune, je me retrouve, tu vois, j'avais 32, 33, et je me retrouve à des jeunes couples de 40 ans avec 2 enfants qui arrivaient pour louer une maison et qui étaient là, mais oui, ok. Et donc, à la fin, je le disais même plus. À la fin, tu vois, parce que j'en avais marre de devoir raconter toute ma vie à des gens pour simplement dire, bah voilà, là c'est la cuisine, là c'est la salle de bain, oui, alors en fait je suis arrivé quand j'avais 14 mois, et parce que je lisais bien dans leurs yeux que quand je donnais des explications sur alors la haute, elle fait un peu de bruit, machin, qu'eux ils étaient là, ouais, tu nous enverras un mail pour les spécificités techniques, mais explique-nous pourquoi c'est toi qui nous loue cette maison, potentiellement. Donc du coup, à la fin, ce que je faisais, c'est que je disais, je suis un ami du propriétaire. Et comme ça, de un, ça me permettait d'être dans une espèce d'esprit de confidence où je les entendais parler plus facilement entre eux et de faire ouais, bah t'es sûr, chou, parce qu'eux ils avaient pas l'impression de parler en face du proprio, et en plus comme ça, tu vois, je pouvais plus facilement les juger aussi. Même si parfois c'était dur, hein, parce que parfois je les entendais dire oui, bah, ces couleurs là, c'est n'importe quoi. J'étais là, vous êtes sûr, parce que c'est de la peinture qui est un peu chère. Hein. M'a-t-on dit. Je pense que ça a été le fruit de beaucoup de réflexions. Enfin, voilà, je dis ça, je dis rien, mais je pense. Hein. Bon, bref. mais du coup, voilà, donc j'étais un peu là-dedans et surtout ce vidage de maison, quoi. Oh my god, c'était dur, quoi, parce que t'as des gens qui ont vécu 50 ans ensemble et 40 ans à la même adresse, d'une génération où on accumule tout, où on jette rien parce qu'on sait jamais, et t'es tout seul à devoir faire des choix sur toutes des trucs qui sont des souvenirs de... Donc moi, cette période-là, si t'avais une caméra dans mon garage où j'avais tout stocké, c'est moi qui prends un objet et qui reste au même endroit pendant 32 minutes. Et puis qui prend un autre objet et qui reste la tête en l'air pendant 56 autres minutes, qui se refait tous les films de voilà. Mais à ce moment-là, quand même, je suis dans ce truc-là où je continue à refaire du sport, à me documenter sur des sujets qui m'intéressent, à refaire des scènes aussi. C'est la phase, c'est la mue. C'est un peu la mue, quoi. Tu vois, c'est vraiment une période où je suis fragile, mais en même temps, je vais vers quelque chose de plus fort aussi, personnellement. Et je décide, ouais, c'est ça. Et je décide de faire cette année où je dis oui à tout. Puis voilà, les choses se remettent. J'ai la chance de là, la maison est terminée, je trouve des locataires. Jean-Marie de... je suis désolé de le nommer, c'est parce que son nom de famille, c'est Leblanc. Et ça s'invente pas quand même. Et donc voilà, mon Leblanc, mon locataire, adorable, avec qui je m'entends très très bien, et donc ça m'enlève une énorme épine du pied, et puis maintenant il y a un équilibre qui a été trouvé avec ça. Mais donc ouais, donc je fais tous les plateaux possibles et imaginables, qui vont du tacos de Charleroi aux premières parties de Blanche Gardin, mais encore ouais, dans un état entre deux. Mais du coup, tu me tends une perche, tu me dis que tu as fait énormément de scènes, tu as dit oui à tout, mais du coup, c'est quoi ta pire scène? Ouais, ben là, je sais que j'ai beaucoup parlé du tacos de Charleroi, mais parce que c'était quand même intense, quoi. Moi, j'avais déjà jamais mis les pieds dans un haut tacos. Déjà, je comprends même pas le principe de ce restaurant, parce que c'est un truc où c'est de la viande, où c'est... Je ne comprends pas non plus. J'ai essayé, je n'ai pas compris. Tu vois, on dirait que c'est vraiment... Tu vois, dans Pinocchio, il y a ce moment où ils sont emmenés dans une maison de... Le gars, il essaye de les emmener dans une maison où tu peux tout faire, tu peux tout casser, ou dire allez-y, fumez, cassez. Et ben là, le taco, c'est l'impression que c'est ça que tu dois faire, mais avec ta santé, quoi. C'est un espèce de Disneyland de la merde. Mais bref, non, je veux pas, parce que bon, voilà, ça fait sûrement vivre des familles, c'est pas ça. Mais donc, je me retrouve dans cet endroit où à 10h30 du soir, avec des gens qui sont là, avec des bébés, c'est spécial, quoi. Mais je sais pas si c'est la pire. Je pense que la pire, c'est comme beaucoup de gens, c'est des espèces de corpos obscurs où tu te retrouves face à une assemblée de gens de la même entreprise. Tu vois, j'ai fait un truc pour une entreprise d'électricité à Liège, tu vois, pour leur truc de Noël, et où les gens ils en ont rien à foutre, tu vois, mais tellement rien à foutre. Tu fais ta blague sur le patron qui fonctionne à crever, mais après ton truc à toi, on s'en fout, quoi. Donc je me souviens d'une scène aussi avec Dave Parker, on avait joué au barbecue de professeurs justement à une école ici bruxelloise, tu vois, barbecue de fin d'année des profs dans une espèce de salle de gym, donc une estrade super haute, les gens ils sont loin, enfin un truc qui résonne, personne t'écoute, mais j'avais ce truc de me dire je m'en fous, et là je revenais du Québec, donc je fais mon sketch jusqu'au bout, je suis dans mon truc, nanana. Et à la fin de tout ça, il y a quand même un gars qui est venu me trouver en me disant
tu t'es pas laissé démonter ça. Et ben voilà. Et donc d'avoir ce truc de, ok, moi au moins j'ai fait ma part du travail. Donc par rapport à ça, j'ai pas trop de vraiment hyper mauvais souvenirs, quoi. Ben tant mieux. Mais du coup, je vais te poser la question inverse. C'est quoi ta meilleure scène? Parce que tu as fait quand même la première partie de Blanche Gardin, de Nawel Madani. Tu as participé au show de Kian Kojandi derrière un micro, Ouais. qui est quand même un gros truc vachement la classe, diffusé sur Canal+. Yes. Quelle est ta meilleure scène? En tout cas, c'était aucune de celles-là. Dans le sens où, enfin voilà, je me mets encore aujourd'hui beaucoup de pression. Donc quand il y a des énormes enjeux comme ça, j'arrive pas à le prendre. Par exemple, pour citer un exemple, derrière un micro, on enregistre ici à Bruxelles dans un petit théâtre qui s'appelle un magnifique théâtre qui s'appelle le Théâtre du Vaudeville. On fait 2 passages parce que tu vois, Kian et Navo, ils essayent de faire les choses bien, d'avoir le plus de bonnes images possibles et tout. Et donc ça se passe bien, ça se passe super bien. Mais ce qui se passe beaucoup mieux surtout, c'est on fait un rodage de l'émission la veille au Kings, avec les mêmes artistes, les mêmes trucs, et on teste, et chacun on devait faire 10 minutes, et là, le feu quoi. Là franchement, si c'était ce passage-là qui était sur Canal+ aujourd'hui, je ne sais pas si on serait en train de parler ensemble. Je ne sais pas si... Ou on serait peut-être en train de parler ensemble, mais dans ma villa, voilà, tu vois, pas en devant parler doucement pour pas réveiller mes colocs. Donc non, mais voilà, vraiment, donc mes meilleures scènes, c'est souvent dans une espèce d'intimité, dans un truc où sorti de nulle part, comme ça, un peu imprévu, mais voilà, j'ai pas, jusqu'à présent, j'ai pas encore été celui qui répondait présent au grand rendez-vous, quoi. On va dire ça comme ça. Et c'est pas grave. Voilà, au début, ça me prenait un peu la tête, mais finalement, c'est pas grave. Et comme on en parle, le show donc derrière un micro, organisé par Kian Kojandi et Navo, avec qui il écrit et qui est une plume magnifique. Comment ça s'est fait? C'est Kian vraiment qui t'a choisi pour le faire? Alors j'en sais rien. Écoute, moi-même, je suis encore surpris de cette histoire. Mais oui, il se trouve que Kian vient souvent rôder ses spectacles à Bruxelles, tu vois. Enfin, vient régulièrement au Kings quand il a un truc à tester ou à rôder. Et donc là, il était venu pour son dernier spectacle. Et donc, moi, je me suis proposé pour faire la première partie. Et d'ailleurs, Blanche, ça a été exactement la même chose. C'est que je me retrouve à faire la première partie sans savoir que c'est des gens qui potentiellement aussi cherchent de temps en temps encore des artistes pour d'autres projets qui sont en cours, quoi. Et donc, Kian, je fais sa première partie, ça se passe bien. Et à ce moment-là, je savais pas, mais ils étaient en train de caster de près ou de loin des gens pour faire l'émission derrière un micro Paris-Bruxelles. Et donc il retient mon nom et sorti de nulle part, un jour je suis au café Le Pantin à Ixelles et je suis en train de boire un petit thé cardamome et je reçois un message, un SMS, j'ai même pas encore de smartphone à l'époque alors que je te parle d'un truc il y a 1 an et demi. Un SMS disant bonjour, je suis machin de telle production, Kian Kojandi aimerait faire un projet avec vous. Point. Oh, punaise. Rappelez-moi si vous êtes intéressé. Rappelez-moi si vous êtes intéressé. Rappelez-moi tout court. Oui. C'est ça. Tu vois, le gars, il devait juste mettre un numéro. Tu vois, il aurait même pu m'insulter. Rappelle-moi, grosse merde. Et j'aurais été, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, moi, la première fois que j'ai vu Kian, c'était 2 ans avant, au Kings, tu vois, dans l'époque avant de partir à l'école de l'humour et tout. Et je me souviens que j'avais eu une réaction de fan, mais de fan, tu vois, mais trop intense, là, tu vois. Oui, le genre de réaction que j'aurais si je voyais Kian Kojandi, je pense. Ah ouais? Non, mais c'était mon gars, en plus c'était genre 1 ou 2 ans après Bref, donc il y avait encore tu vois, cette fumée d'extraordinaire, enfin aujourd'hui encore c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais là il y a encore la fumée de la surprise et du coup je le vois encore débarquer au Kings et moi j'avais l'impression qu'il sortait d'une fenêtre YouTube, quoi. Et puis on se retrouve à manger ensemble, un vieux spagbolo avec Navo et plein d'autres gens, et moi je comprends pas ce que je fais à cette table, je fais du stand-up depuis 2-3 mois et je tremble et j'arrête pas de trembler comme une feuille, je sais pas, j'arrive pas à me contrôler, tu vois. Et donc j'essaie d'envoyer un message à un pote en disant, à Dave, là, en disant, mec, tu ne sais pas qui j'ai en face de moi, j'ai Kian en face de moi, tu vois, qui est là comme d'habitude en train de caler sur un truc, en train de caler sur un ingrédient de la bouteille. En train de faire, mais c'est quoi ça, du E42, enfin bref, tu vois, parce que parfois il a des absences comme ça sur des trucs, et moi j'étais là, et donc à un moment donné je m'excuse, tu vois, j'essaie de lui parler, mais je lui dis je suis désolé, je suis impressionné. Il me dit, mais tranquille mec, kiffe. Mais pas avec condescendance, c'était genre pour me calmer, quoi. Et c'était un truc qui m'a vraiment mis à l'aise de oui, ok, genre ça va aller mec, genre ouais, mais pas regarde-moi kiffe, c'est genre vis ton moment, quoi, tu vois, respire, c'est une autre manière de dire respire en fait finalement.
Et tu sais que ça, tu vois, je parlais de Dan qui m'avait dit, mec, tout est drôle. Kian, c'est aussi un des gars qui m'a le plus rassuré au niveau de est-ce que je ferais bien du stand-up ou pas, bien avant d'aller à l'école et tout. C'était parce que j'avais cette idée que moi, être un artiste, c'était savoir danser, savoir chanter, savoir faire des claquettes. Enfin, être un truc complet, quoi, genre Fred Astaire. Et que ça ne servait à rien si tu savais pas faire... tu vois, que même les gens qui faisaient pas du Fred Astaire, c'était des Fred Astaire qui faisaient juste que parler, tu vois. Et lui, il me dit, mais non, parce que tu vois, j'avais entendu dans une interview qu'il avait l'oreille absolue. Et moi, je sais que je sais pas chanter, enfin, je ne sais plus chanter. Je faisais partie d'une chorale quand j'étais petit, qui chantait des chants de Noël. On a failli ne pas avoir cette info. Mais Da Capo 2000, il y a bien un truc emblématique des années 90, c'est ça. Da Capo 2000. Mon gars, on a chanté à Berlin, mon gars, il faut le savoir. Moi, j'ai vu le mur qui venait de tomber. Hein. J'ai perdu tout mon respect pour les adultes à ce moment-là, parce que je me souviens de ces guides qui nous expliquent à nous, des enfants, tu vois, j'avais 8-9 ans, ils nous expliquent que, en fait, pendant des années, il y a eu un énorme mur qui ont séparé les gens. Et moi, j'étais là, mais quoi? Et tu vois, parce que c'était l'époque où j'étais genre en première ou en deuxième primaire, et c'était l'époque où, tu vois, en classe, on te met de force avec un voisin, et où t'as des espèces de conflits, où tu mets une espèce de latte au milieu, de règles, où t'as phare, et que tu peux pas dépasser, et que, tu vois, et qu'il y en a un qui met son coude pour te faire chier, et qui dit, non, c'est mon côté, machin. Mais madame, il arrête pas de dépasser. Et je me suis dit, putain, mais en fait, les adultes, ils font la même chose. Et d'où ils viennent nous engueuler pour des conneries, alors qu'il faut exactement la même chose en plus grand, quoi. Ce jour-là, franchement, ils ont perdu beaucoup de crédibilité à mes yeux. Mais bon, tout ça pour dire que Kian me dit, non, mais t'inquiète pas si tu chantes pas juste, parce que la chanson, c'est vrai, c'est une question de justesse, mais le stand-up, c'est une question de rythme. Tu vois, et tu sais pas faire de fausses notes avec une batterie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, si tu es dans le rythme, ça va fonctionner. Et ça m'a rassuré. Pas que j'ai un énorme sens de rythme, mais ça m'a rassuré. Et puis surtout, ce qui m'a rassuré fois 1000, c'est qu'il me dit, mais tu sais, en tout cas, ce que tu dois te préparer, c'est que c'est le seul métier qu'on réussit en échouant. Et ça, je me suis dit, ah, alors ça, c'est pour moi. Alors ça, s'il y a de la lose et que être un professionnel dans ce truc-là, c'est accepter la lose, that's my thing. J'étais là, mais évidemment, ok, c'est bon, on se pose même plus la question. Et donc, voilà. Mais bon, n'empêche quand même que 2 ans plus tard, quand je reçois un message qu'aujourd'hui veut travailler avec vous, j'étais là, mais arrêtez de faire des blagues. Wow. Et donc je rappelle, et puis on m'explique, machin, 10 minutes, Canal+, derrière un micro, et j'étais là, oui, ben certes, oui, évidemment. Et voilà, et ça s'est bien passé, et c'était gai, et c'était surtout chouette de voir une organisation française, quoi, parce que franchement, nous, on fait toujours notre truc avec 3 bouts de ficelle, là, en Belgique, mais là, c'était un truc où t'avais Ligue des Champions, quoi, le côté, tu vois, genre t'as besoin d'un mouchoir, il y a un préposé mouchoir, quoi. Tu vois, chacun a son truc, alors qu'ici, tout est, tu vois, le producteur, il est à la fois le concierge et le gars qui te donne tes chaussures. Là-bas, c'est vraiment, tout est cadenassé. Tu vois, t'es logé, nourri, blanchi. Enfin, t'as l'impression de vivre une expérience, quoi. Ouais. Tu vois. C'est Dan Gagnon qui dit ça dans un des podcasts qu'il a fait, je ne sais plus lequel, mais il dit on a trop tendance en Belgique à dire oh c'est à la belge, c'est tranquille, oui. C'est relax. Et on peut en Belgique faire des choses très bien, comme en France, comme au Québec, si on se donne les moyens de le faire, quoi. On peut le faire, il y a des bonnes choses, il y a des talents en Belgique. Il faut arrêter oh c'est à la belge, c'est bien, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on est attaché à cette identité, tu vois, qu'on est attaché à ce truc de surtout pas se la péter. Tu vois, je te parlais du truc du 21 juillet, là, en direct avec Cécile Djonga et machin. C'était aussi, le truc aussi qui nous ont dit, bah oui, c'est le 21 juillet, on va le faire à la belge, quoi, tu vois, genre, ça, ce qui veut un peu dire, oui, bah ça va être foireux, mais ça va être attachant, tu vois. À la belge, c'est ça que ça veut dire foireux, mais attachant. La nouvelle devise de la Belgique, c'est pas l'union fait la force, c'est foireux, mais c'est attachant. Exactement. Et donc bon souvenir. Excellent souvenir. Pour continuer sur ta carrière, sur Pure FM, tu as aussi eu une chronique. Tu as commencé à travailler à la radio et à faire des chroniques humoristiques avec ta chronique qui s'appelle InnoJP à pas piger. C'est trop marrant parce que j'ai toujours l'impression de rien foutre depuis des années. Et puis finalement, ouais. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les épisodes sur Ovio. Vous pouvez voir ça à tout moment. Et donc tu devais faire une chronique chaque semaine. Est-ce que c'était difficile pour toi d'arriver à faire une chronique toutes les semaines ou maintenant avec la rigueur du Québec tu faisais ça les deux dans le nez? Oui, mais la rigueur du Québec, on a l'idée, hein, mais tu vois, pour que ça s'inscrive dans ta chair, il faut encore du temps. Et donc là, en fait, ça a été très difficile. Je sais pas pourquoi, je me mettais, encore une fois, l'histoire des grands rendez-vous là, et de la pression que ça peut te mettre. Et j'ai procrastiné de manière tellement intense par rapport à... Après, je sais pas comment les autres gens, ils font leur chronique, tous ceux qui sont en radio et tout. Mais moi, on dirait pousser le challenge jusqu'à quelle est la plus petite marge de manœuvre que je peux me donner pour écrire ça. Donc parfois, tu vois, comme l'histoire de Remicourt, là, où j'ai fait une semaine
pour écrire un spectacle alors que j'avais 1 an. Ben là, pareil, chaque fois j'avais 1 semaine, et parfois c'est dans 2 heures avant, mais enfin tu vois, et ça trotte pendant 1 semaine, tu réfléchis, tu choisis ton sujet, tu machin et tout. Mais j'ai jamais, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, jamais réussi à trouver une méthode. À la fin, ça allait un peu mieux, mais une méthode qui me permette d'écrire calmement et d'être en paix et de me dire, tu vois, parce qu'un gars comme PE, par exemple, qui écrit super à l'avance parce qu'il est hyper anxieux de pas être prêt, tu vois. Et donc c'est marrant parce que lui, il avait des chroniques le vendredi. Moi, c'était le mercredi. Et parfois, genre, il m'appelait le lundi en ayant déjà sa chronique finie pour la fin de la semaine, alors que moi, j'avais même pas commencé la mienne, qui était dans 2 jours. Mais bon, c'est quand même beaucoup aidé. Oui, ça a été étrange. Mais encore une fois, ce qui a changé, là, c'est que le confinement est arrivé. Mais donc, du coup, ouais, le confinement a permis qu'on doit faire les chroniques de la maison et tout. Et là, moi, ça m'a mis dans une autre dynamique. Ça m'a mis dans une... Parce qu'au début, ben voilà, il y avait cette course, j'arrivais en courant à la radio avec mon truc. Et parfois ça fonctionnait, hein, parfois ça fonctionnait bien. Mais il y a pas mal de fois où j'étais pas content, moi, du résultat, parce que c'est comme si j'avais vraiment un truc paralysant, quoi, qui m'empêchait de travailler, enfin en tout cas d'avancer. Enfin c'est pesant, hein. C'est vraiment pesant parce que tu ne le vis pas bien. Et en fait, c'est le truc d'accepter d'être nul, quoi. C'est d'accepter de sortir. Tu vois, genre, s'il faut 19 mauvaises vannes pour trouver la 20e bonne, je sais que je vais passer un sale moment à sortir 19 mauvaises vannes et que j'ai encore. Enfin, maintenant ça va mieux, mais que d'avoir ce truc où tu t'identifies toi-même aux mauvaises choses que tu écris. Ces 19 vannes te disent 19 fois. Tu es un mec qui fait de la merde. Voilà, tu es un gars qui, quand on le prend au dépourvu, il crie que de la merde. Et 1 fois sur 20, va trouver un truc, quoi. Mais bon, c'est quoi ça, tu vois? Donc c'est encore très laborieux, quoi. Tu vois, t'as un truc où t'as l'impression d'être comme si t'étais en vélo sur le tout petit plateau, là. Tu vois? Et que tu dois pédaler comme un fou pour faire 2 mètres, quoi. Et que t'es là, non. Et donc t'as pas envie, t'as tout ton corps qui résiste, tu vois. Il y a une super vidéo de Solange te parle qui peut être clivante pour les gens, mais qui parle justement de la résistance quand on est dans la création, quoi. Tu vois, et que c'est vraiment un truc à combattre activement, quoi, que c'est quelque chose qui est là et qu'il faut se mettre en position de on y va. Et pourtant, et à l'école et dans ce fameux cours de Nadine Mathurin sur la créativité, on parlait de comment ne pas se juger et tout, mais il faut croire que Snooze, voilà, ça me mettait, tu vois, le fait de se dire je suis en direct à la radio, il y a toute la Belgique qui m'entend potentiellement, tu vois, parce que et que tu ne vois pas les gens, tu vois, parce que aussi autant en stand-up, tu vois les têtes dans l'immédiateté, tu vois, tandis que là, oui, t'as les chroniqueurs qui sont, enfin, ou l'animateur qui est à côté de toi qui rigole ou pas, mais tu sais pas, tu vois. J'étais un peu hanté aussi par le fantôme de Myriam Leroy, tu vois, qui avait fait la fameuse chronique Myriam Leroy n'aime pas, et des années avant. Et moi, j'avais juste l'impression de faire 10 ans plus tard le truc en 10 fois moins bien. Enfin, tu vois, quand on parlait des influences non humoristiques, Myriam Leroy, c'est vraiment ça aussi pour moi. Donc tu as écouté son épisode avec Fanny Ruet, oui. Les gens qui doutent. Je vous conseille Les gens qui doutent, le podcast de Fanny Ruet, au passage. Mais donc, tu as fait chronique sur plein de sujets différents. Ça va des Tupperware, la nervosité, les masques pendant le confinement, du coup, les animaux domestiques. Et j'ai vu, c'est que sur Facebook, tu demandais parfois des témoignages des gens, des avis sur est-ce que vous avez fait ça, comment vous viviez ça. Ah, je trouvais ça chouette, ça mettait une interaction avec ton public aussi. C'était une volonté ou c'était parce que tu avais besoin d'aide pour trouver des idées? Non, c'était surtout pour rester terre à terre, dans le sens où, comme moi, là maintenant, je suis un peu dans cette bulle humoristico-créative, que ça fait longtemps que je n'ai plus ce job corporate du Groenland, et en même temps, tu t'adresses aux gens qui sont dans les embouteillages le matin pour aller bosser, tu vois, et donc j'avais peur parfois que n'importe quel sujet, je le prenne, mais avec mon espèce de réalité du mec qui commence sa journée à 18h, et que du coup, je perds un peu le contact avec la réalité de ce que vivent la majorité des gens, quoi. Et donc, ok, je vais parler des Tupperware, mais j'ai quand même envie de savoir les Tupperware, c'est quoi pour vous, tu vois, où je vais parler de je sais pas moi, de nervosité. Ouais, de Georges-Louis Boucher, par exemple. Ça, c'est en dehors de Snooze, parce que maintenant, je fais des chroniques sur LN24 en télé. Puis aussi, à partir du principe, de toute façon, il y a beaucoup plus dans 42 têtes que dans une, et surtout dans la mienne. Donc, du coup, il y a ce côté de, ok, ça va me permettre à la fois de savoir qu'est-ce que ce sujet-là inspire majoritairement aux gens, parce que souvent, t'as des réponses quand même un peu redondantes. Je me souviens, une de mes premières chroniques, c'était sur le cyclisme, et donc, genre, je comprends pas les gens qui regardent le cyclisme, mais il y en a plein qui le regardent. Pourquoi? Voilà. Et une démarche de curiosité aussi. Là, on retrouve mon côté un peu journaliste. Toujours été quelqu'un de curieux, qui pose beaucoup de questions et qui se demande pourquoi, simplement. Donc, ça me permettait de faire ça. Et curieusement, j'ai une peur bleue des réseaux sociaux,
enfin maintenant ça commence à aller, tu vois, mais j'ai du mal à m'exposer sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agissait de poser ma question pour ma chronique, c'est comme si ça passait pas du tout par les mêmes filtres. Donc j'avais aucune angoisse de jugement par rapport à la question. J'étais juste intéressé par le processus à ce moment-là, tu vois. Et c'est ça que tu devrais avoir pendant que t'écris ou pendant n'importe quel moment, c'est de pouvoir profiter, enfin pas profiter, mais en tout cas ne pas détester le processus. Et là, il y avait ce côté où j'aimais bien tout ce moment où les gens répondent en commentaire et que ce soit une discussion. C'est comme si je tenais mon petit café, tu vois. J'ouvrais mon petit café une fois par semaine et je leur disais alors aujourd'hui thème du jour, on parle de ça, qui veut boire des bières. Enfin, tu vois, il y avait un côté convivial. Et les gens parlaient entre eux et donc du coup, comme c'est sur ton compte Facebook à toi, tu vois des gens que toi tu connais personnellement parler à d'autres gens que donc tu sais que normalement ils se sont jamais rencontrés, mais que là ils ont une conversation. Donc ça créait quelque chose de chouette que j'aimais beaucoup. Puis ça donnait surtout des pistes pour écrire les chroniques, quoi. Donc on va pas se mentir, c'était des win-win. Hein. Franchement, des bonnes chroniques. Allez écouter ça. Et donc tu l'as dit, maintenant on peut te retrouver aussi à la télé sur LN24. C'est un talk show estival très chouette qui s'appelle Ici et pas ailleurs. Et voilà, avec des capsules sur des trucs aux quatre coins de la Belgique, puisque c'est un peu aller à la rencontre des Belges qui ne peuvent pas partir en vacances à cause des circonstances. Quelles circonstances? Oui, il y a ce truc de se dire, ah bah tiens, parce qu'LN24 c'est une chaîne d'infos qui existe depuis un peu moins d'un an et c'est notre première chaîne belge d'infos en continu, tu vois, c'est notre BFM TV. Enfin non, c'est pas aussi, c'est de vraies infos. Et en fait, ils ont quand même eu un peu du mal à démarrer parce que les chaînes déjà présentes ont joué un peu des coudes pour pas trop les laisser passer. Mais alors, il y a eu les événements qui font que les gens se sont retrouvés coincés chez eux à avoir besoin d'infos en continu. Et donc là, ils ont gagné en score et en audience. Et donc là, maintenant, ils se sont demandé comment garder à la fois cette audience-là et en créer une nouvelle dans un contexte post-pandémie, d'où, entre autres, ce talk show où on est 2 heures en plateau avec des invités, un invité principal qui fait l'actualité, un autre, tu vois, genre émission type, on a eu Georges-Louis Boucher en invité principal et Félix Radu. Ah bah voilà. Très chouette interview de Félix Radu qui comme à chaque fois qu'il ouvre la bouche, nous montre à quel point il a du talent. Moi je trouve impressionnant. Moi je lui ai envoyé un message après avoir vu l'interview parce que c'était, je crois, une des personnes que j'apprécie le plus d'écouter. Avec une des personnes que j'apprécie le moins d'écouter sur le même plateau. Ah ouais, mais du coup, le mix était tellement beau, quoi. Tellement beau. Et il y a eu ce truc surréaliste, mon gars, je te jure, où t'as Georges-Louis Boucher qui, après, voilà, je ne sais pas, c'est peut-être notre futur Premier ministre, mais tant pis, qui arrive en mode casual, parce qu'on lui avait dit, oui, c'est un truc, on parle pas de politique, alors que le gars, tu peux lui demander, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Dans les 25 secondes, t'es en train de parler du MR. C'est incroyable, c'est surréaliste, quoi. Tu lui dis, c'est quoi ton fromage préféré? Ouais, c'est les fromages d'Auvergne, parce que l'Auvergne, tu sais que c'est la première région à avoir voté à droite en 1946. Enfin, tu vois, c'est un truc. Et voilà, bref. Et donc, il arrive en étant complètement détendu en apparence. C'est-à-dire qu'il a mis une petite chemise en jeans. Il est toujours en costume et tout d'habitude, tu vois. Mais là, il était en mode relax, on est dans un truc, on parle, cool, tac, tac. Donc, lui, c'est l'invité principal. Donc, il reste les 2 heures d'émission. Donc, il y a la première heure d'émission, il y a que lui. Et donc là, il fait son truc. Je parle à tout le monde, je souris, on rigole, nanana, nanana. Et genre, il pisse un peu aux 4 coins de la pièce, quoi. Tu vois, façon de parler. Arrive en deuxième heure, Félix Radu, et Félix, il est grand. Et donc moi, j'étais avec l'autre chroniqueuse en face, et il y a cette scène surréaliste où t'as Georges-Louis qui continue à parler, et puis à un moment qui dit, en off, mais comment ça se fait que Félix, il est plus haut que moi sur les tabourets? Parce qu'en fait, tu vois, c'est un plateau avec des manches de bouffe, des chaises hautes, comme ça, tu vois, avec un petit truc qui fait pouf, que tu peux, enfin, ouais, c'est pas très podcastique, mais un fauteuil que tu peux régler en hauteur. Avec une petite manette, comme ça, tu vois, que tu dois appuyer pour que ça descende comme un espèce d'ascenseur, et puis que tu dois pomper pour remonter. Et donc t'as Georges-Louis qui nous demande pourquoi Félix est plus haut que lui à table. Et Félix tout penaud qui s'excuse, qui du coup baisse son fauteuil, et Georges-Louis qui remonte le sien. Mon gars, on avait la scène du dictateur 2020, quoi. Je dis là, mais je n'en crois pas mes yeux. D'être en face de ça, c'était hallucinant. Et il y avait la question qui était géniale de les politiciens posés à Félix Radu. Il parlait un peu politique, et Félix qui dit, moi je pense qu'un politicien c'est quelqu'un qui doit être extrêmement humble, avec Georges-Louis Boucher à côté qui est l'opposé de ça, et je trouvais ça magnifique. Modestie, humilité, et du coup moi je dis ouais voilà, modestie, humilité, Georges-Louis Boucher, et lui il me regarde, il me dit mais exactement. Et c'est très important, c'était surréaliste, mais bon voilà, c'était rigolo, et ça c'est le genre de chouette expérience quoi, que t'amène paradoxalement le stand-up, mais c'était marrant quoi. Et Félix, ouais, lui maintenant il est parti quoi, c'est un ballon, tu vois, un espèce de ballon à hélium comme ça, mais qu'on a lâché, tu vois. Donc là il est parti, genre
À un moment donné, je sais plus qui, je crois que c'est Katharina, la présentatrice, qui lui demande un truc. Il dit laissez-moi vous répondre avec les mots de Guillaume Apollinaire. T'es là, mais mec, on est sur LN24, il est 4h30, calme-toi. Mais c'était extraordinaire, tu vois. Mais moi, j'ai fait le podcast avec lui. C'est la première fois où dans le podcast, on commence à citer Alfred de Musset. Ah non, c'était de Musset. Mais c'est son livre de chevet. Il est génial. C'est vraiment quelqu'un d'à part que je vous conseille. Énormément. Laissez-moi vous répondre avec les mots d'Alfred de Musset. Mais oui, mais il a fait plusieurs citations et il est incroyable. Je sais quelqu'un qui est hors du temps, qui est à part et qui a un talent fou, mais on est sur un autre talent fou. Toujours compliment au passage. Et pour ceux qui ont bien écouté, dans le tout début de l'épisode, ou peut-être du premier épisode, si je fais en 2 épisodes, on verra plus tard. En commençant ce podcast, j'ai dit le stand-upper et le comédien, car on va bientôt pouvoir te retrouver dans la web-série Les Anonymes, qui a été créée par Émilie Krohn, Gaëtan Delferrière et Florent Lausson, qui sont des humoristes de talent également, dans laquelle tu joues aussi avec Farah, que j'ai reçu dans l'épisode précédent. Coucou Farah. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet Les Anonymes? Qu'est-ce que tu fais dans ce projet? Oui, je suis comédien pour la première fois. J'ai assisté à un vrai tournage, c'était très impressionnant. Et là, tu vois, on dit à la belge, mais oui, c'est à la belge, le budget il est pas dingue, mais il est quand même, tu vois, entre le moment où Gaëtan, Émilie, Florent m'ont parlé de ça sur un coin de table dans un café, et puis que tu te retrouves des mois plus tard avec une équipe, des maquilleuses, des machins, et que ces trucs, ces petites blagues que t'as écrit sur un bout de papier, tu dois vraiment les dire face à des gens qui font action, coupé, on recommence, nanana, avec des guests de fous, avec Cody, Laurence Bibot, Fred Janin, c'était ouf. Et donc en gros, c'est une web-série sur la structure des alcooliques anonymes et où je me retrouve, ironie du sort, médiateur. Et donc ça veut dire que moi je suis présent dans quasi chaque épisode. Mais en même temps, il y a soit Gaëtan, soit Émilie, soit Florence sont tous aussi présents et Farah aussi de manière diverse dans chacun des épisodes. Mais moi j'ai toujours le même rôle en fait, c'est surtout ça le truc. C'est que moi j'ai le seul rôle constant du truc. Mais donc c'est la structure des alcooliques anonymes. Mais ça va être les misogynes anonymes, les philosophes bourrés anonymes, les connards anonymes, les gens qui sont en couple avec des objets anonymes. Enfin, c'est très absurde parce que entre autres il y a Gaëtan Delferrière qui est dans le projet qui est très branché absurde avec énormément de talent, mais voilà, il va falloir parfois accepter pour le spectateur, tu vois, accepter. Mais c'est ça qui est cool. J'ai vraiment hâte de découvrir ces épisodes. C'est produit par le What the Fun et par la RTBF. Vous allez voir ça normalement début octobre. Début octobre, ça sort. Ouais. En tout cas, déjà, c'était un bonheur d'y participer. Vraiment, ça a l'air absurde parce qu'on dit toujours la grande famille du cinéma. Non, mais bon, c'est cool parce que c'est avec des gens que tu connais, tu vois, avec qui on a tous fait le Next Sprint, on a machin, et donc même si derrière, moi j'étais juste impressionné à quel point ils ont réussi à ficeler un truc aussi pro, à le présenter à la RTBF. Il y a énormément d'allers-retours pour valider et tout, et que finalement il y a une farandole de guests qui acceptent de faire partie du projet, de Alexandra Pizzarelli à Alexandre Kominek, à Pablo Andrés, enfin bref. Et moi j'étais là, oui, ok, soit, ok, et que ça ait lieu, puis que voilà, et que maintenant ça va sortir. Et c'est fou, c'est vraiment fou quoi. Mais c'est pour le coup c'est un projet léché quoi, de A à Z. Et là tu veux enfin, je pense, avoir la satisfaction de peu importe quelle est la réception du public, tu sais que t'as tout donné, tu vois. Et c'est ça finalement qui est parfois le truc pour lequel tu peux le plus t'investir, c'est te dire ok, je sais que j'ai tout fait. Et moi j'ai un grand problème avec ça, tu vois. C'est la procrastination, c'est aussi en grande partie à cause de ça, c'est le fait de se mettre soi-même des bâtons dans les roues pour pouvoir se dire oui mais bon je l'ai fait à la dernière minute donc voilà, mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais travaillé depuis le début. Mais du coup le truc c'est que t'as pas envie d'être confronté à tes propres limites, donc du coup tu te mets des limites imaginaires. Là dans Les Anonymes personne s'est mis des limites imaginaires puisque tout le monde a bossé à fond. Là ils sont encore en post-prod, en montage et tout, alors que je te dis la conversation dans le café avec les trois elle a eu lieu il y a presque 2 ans. Donc voilà, donc après on aura quelque chose qui est abouti quoi. Ça me fait plaisir aussi de faire partie d'un projet aussi abouti, d'avoir eu la confiance d'Émilie Florent Gaëtan de travailler aussi voilà, avec Farah, de travailler même l'équipe Shoot for the Moon, c'est adorable, voilà. C'est Rudy du What the Fun qui s'est révélé déjà un canifsus de l'organisation, mais aussi un espèce de costumier inattendu qui peut te trouver à la fois des dinosaures, des épées, des GSM cassés, des GSM pas cassés. Enfin, moi c'est la partie dinosaure qui m'intrigue, j'ai hâte de voir ça. À chaque fois qu'on m'en parle, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Est-ce que toi, le fait d'avoir un rôle cette fois-ci de comédien, c'est quelque chose qui te tente, qui te fait envie d'explorer ça? Oui, après, voilà, c'est un peu dépaysant, tu dépends un petit peu tu vois, t'es là, tu fais une prise et puis mais là, c'était bien, puis un peu, tu vois, c'est pas comme, parce que, et en plus, c'est pas ton texte, donc même s'il y avait une grande liberté qui nous était laissée pour repasser sur les trucs et pour mettre notre input, mais donc t'es au service
de quelque chose qui a été produit par d'autres personnes. Et donc tu essayes de faire ça au mieux, mais avec beaucoup d'incertitude vu que tu l'as jamais fait. Et que donc il y a ce côté un peu, enfin voilà, pour les gens qui aiment être en contrôle, c'est pas c'est pas l'idéal. Mais pas que j'aime forcément être très en contrôle, mais en tout cas encore une fois, je suis plus accro au résultat qu'au processus. Donc du coup, ouais, il y avait un peu de, est-ce que c'est bien, je ne sais pas, machin et tout. Et encore aujourd'hui, j'attends de voir ce que ça va donner, monter et tout pour juger de mon jeu à moi. Mais à participer, c'était une chouette expérience. Après, ce que j'aimais beaucoup aussi, aller derrière la caméra et voir un peu la disposition et tout. Et ça, je sais que c'est un truc qui m'attire, tu vois. Plus la réalisation que d'être vraiment comédien moi-même. Même si quand j'étais petit, je voulais être comédien. Quand je suis sorti de Home Alone, comment? Je suis en train de faire une Van Damme, quoi. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Très belle traduction de Home Alone. Voilà, oui, c'est à l'identique. Voilà, toi qui es prof d'anglais, tu sais à quel point c'est littéraire comme traduction. Et je suis sorti de là en disant je veux faire exactement le même métier que ce petit garçon, c'est-à-dire sucer Michael Jackson. Mais oui, donc oui, la comédie m'a toujours attiré, mais je ne sais pas à quel point je suis à l'aise j'ai envie d'avoir des confirmations de faire quelque chose de correct, enfin, toi, d'être bon, quoi. Ben, je te dirai ça dès que je vois les épisodes. Si je ne t'en parle plus jamais, c'est peut-être que... Ma place est peut-être derrière la caméra. Mais là, je pense que maintenant, on est revenu sur un peu tout ton parcours. J'espère ne pas avoir oublié d'éléments importants, et si c'est le cas, j'en suis désolé. Et juste le spectacle qui va sortir bientôt. Le 12 septembre au Théâtre de Poche et le 25 et 26 à la Petite Loge à Paris, et puis partout en Belgique dans un avenir indéterminé. Mes proches, indéterminés mais proches. Et sur Instagram, vous pouvez suivre maintenant InnoJP qui va vous faire des stories, des partages. Ça va être magnifique. Vraiment au péril de ma santé mentale, mais je fais des stories. Et maintenant qu'on a fait ça, on va passer à ce que j'appelle l'interview name dropping. Je vais te demander de me citer à chaque fois un ou une humoriste, belge, québécois, français, portugais, peu importe. Mais à chaque fois, tu dois m'en donner qu'un seul. Ouais, ok. Alors, l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré? Le plus sympa, instinctivement je dirais Dan, parce que c'était le premier et que c'était le plus accessible malgré déjà la notoriété qu'il avait à l'époque. Et aussi pour tout ce qu'il a apporté pour l'humour en Belgique. Enfin, tu vois, si moi je fais du stand-up aujourd'hui, c'est grâce à lui. Évidemment, pas loin derrière il y a Ken, mais tu m'as dit c'est qu'une personne, mais voilà, de tête comme ça, paf, je dirais Dan Gagnon. Ok. Mais c'est d'ailleurs marrant parce que l'humoriste le plus sympa, c'est souvent toi qui es cité dedans. Si tu as été cité plusieurs fois. Moi, si j'avais dû répondre à cette question, l'humoriste le plus sympa que j'ai rencontré, c'est toi. Mais t'en as rencontré tellement. Hein. Je continue avec les compliments. Je l'ai dit, je le ferai au fur et à mesure. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus? Bon, après ça, il y en a 42 000, mais... Le plus. C'est délicat, mais j'aurais tendance à dire Louis C.K. parce que... Ça a été pour moi la révélation, tu vois, universelle de ok, il y a moyen de faire ça et de faire ça bien et de parler de trucs comme ça. Pendant longtemps, ça a été. Et même encore aujourd'hui, quand ça va pas bien, il y a des vannes de Louis C.K. auxquelles je repense et qui me font du bien sur le moment. Simplement juste d'y repenser, quoi, tu vois, d'être là et de me dire ah. Pour moi, c'est aux États-Unis, c'est le meilleur. Et voilà, après, encore une fois, l'homme est l'artiste, mais bon, en même temps, je suis mal placé pour parler de ça. Et ça va du 11 septembre. Combien de temps tu dois attendre avant de te masturber? Tu vois, qui va faire de toi un bon ou un mauvais patriote? Combien de temps après la chute des tours? Et dis-moi, c'était entre la chute des deux tours. Sinon, c'était eux qui gagnaient. Et ce genre de vannes-là, et même plein d'autres, mais je l'ai vu à Bruxelles, post de sa pandémie personnelle, et c'était bien. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, une découverte récente. Un humoriste que t'as vu, que t'as entendu, que tu t'es dit waouh, c'est vraiment fort, je connaissais pas, ou alors c'est quelqu'un que tu connaissais mais qui est revenu avec un niveau de ouf et... Il y a à la fois Félix, mais on en a déjà beaucoup parlé. Mais où ça a quand même été surprenant de la puissance qu'il a pris aussi en confiance et en étant sûr de ce qu'il fait. Il y a Cyril Yves, qui est un humoriste parisien avec qui j'ai eu la chance de partager des scènes à Toulouse, puisqu'on avait gagné les Bestes de l'humour. Nous avons permis de faire une petite tournée à Toulouse avant la pandémie. C'était nos dernières scènes avant le confinement, on était à Toulouse. Moi je suis rentré le 15 mars et puis le lendemain c'était le confinement. Enfin bref, il y a déjà Cyril que j'ai découvert, mais aussi lui m'a fait découvrir un gars qui s'appelle
Rory Scovel sur Netflix et qui fait des trucs un peu absurdes et tout, mais c'est puissant quoi. En tout cas, moi, ça m'a bien surpris. L'humoriste qui pour toi est le meilleur interprète? Eh ben, ça va être une interprète pour moi. Je vais parler de Sarah Grosjean, avec qui j'ai fait l'académie, qui est une fille qui a une force comique énorme et qui sait la mettre au service de textes qu'on écrit pour elle, qui a aussi une flemme incroyable à écrire des trucs elle-même et on a un peu les mêmes problèmes de procrastination et tout. On vient de passer un peu de temps ensemble parce qu'elle m'a aidé pour faire des stories, parce que ça, paradoxalement, elle a une facilité incroyable à faire des stories hyper drôles. D'ailleurs, allez la suivre, Sarah Grosjean sur Instagram. Mais par contre, sur scène, elle a énormément d'anxiété, mais une fois qu'elle maîtrise un texte, elle sait vraiment y mettre une touche personnelle. Et je dirais aussi Cody. Cody va te sublimer une interprétation. Donc je dirais Sarah et Cody. Ça fait très grand cactus comme réponse. Et Alexandre Kominek aussi, que ça j'ai découvert pendant les anonymes. L'humoriste qui pour toi a la plus belle plume, celui qui écrit le mieux? Je pense que je dirais Guillermo Guy. En francophonie, parce que dans le monde entier, Patton Oswalt, que je trouve qui écrit formidablement bien aussi. Sarah Silverman. Ah, désolé Guise, mais... Il y a de la concurrence quand même. Sarah Silverman, mais franchement, voilà, au niveau francophone ici, il y a vraiment Guillermo, Marina Rollman, qui sont vraiment des têtes de gondole, quoi, de l'efficacité humoristique en écrit et sur papier, quoi, en termes de qualité de plume, simplement. C'est clair, je suis tout à fait d'accord, j'aime tous les noms que tu as cités. Et Navo, qui est toujours en sous-marin, mais qui, ne l'oublions pas, est quand même à l'origine de beaucoup de succès contemporains. Il est incroyable. Je vous invite à écouter le podcast qu'il a avec Kian, qui s'appelle Un bon moment, ce qui est sur toutes les plateformes et sur YouTube en vidéo, qui est vraiment génial et qui montre à quel point les deux ont du talent pour tout. Je pense que vous avez compris qu'on les appréciait tout petit peu. Oui. Bisous. Je vais maintenant te demander de choisir entre deux humoristes. Tu dois me dire celui qui te fait le plus rire entre les deux. Quelle horreur. Et j'ai pris bien sûr des gens que tu apprécies pour rendre ça très agréable et voir comment tu te dépatouilles. Tu peux justifier, tu peux ne pas justifier. Premier choix entre Kian Kojandi et Blanche Gardin. Wow. Ouais, bah, je vais devoir aller avec Blanche. Sorry Ken, j'enlève le bisou et tout. Non. Au niveau de la surprise, j'ai vécu une soirée, mon gars, à Paris, la dernière fois que j'ai fait la première partie de Blanche. Blanche jouait son spectacle à l'Européen à 19h30 et à 21h30 il y a un deuxième spectacle. Et là, c'était le spectacle de Kian. Et il faut savoir que donc moi, j'avais déjà fait une ou deux fois la première partie de Blanche et donc je connaissais le spectacle et tout. Et Kian, j'avais vu son rodage à Bruxelles, une bonne soirée en début de saison, on va dire, en septembre. Et là, on est en mars, avril. Et donc, je reste pour voir le spectacle de Kian, quoi, tu vois. Et je suis flabbergasté par la puissance du travail, de ce que j'avais vu sur la petite scène du Kings, qui là est magnifié, parce que c'est au couteau, au millimètre, c'est très puissant à la fois en texte, visuellement, enfin c'est du papier à musique quoi, c'est très léché et immensément drôle. Mais quand même, si je devais découvrir les deux le même soir, je pense que peut-être j'aurais plus ri avec Blanche parce que ça vient chercher dans des trucs qui me touchent plus parce que c'est vraiment la merde intérieure, tu vois. Donc, et je m'identifie plus à ça, à cette espèce de les douves de l'âme humaine, que là où Kian est plus positif, on aime tout le monde et on voilà quoi, tu vois, ce qui est puissant. Mais Blanche va plus venir me chercher et donc du coup parfois faire plus rire à ce niveau-là quoi. Ben moi je vais choisir Kian Kojandi. Et comme ça, personne n'est laissé sur le bord de la route. Il fait un travail formidable. Mais je sais. Choix suivant, toujours aussi difficile, entre Virginie Fortin et Fanny Ruet. Virginie que j'aime déjà d'amour. Je lui ai dit, j'ai eu l'occasion de lui dire. Et donc du coup, ouais, je vais dire Virginie sans hésiter là pour le coup parce que évidemment j'aime beaucoup ce que fait Fanny, mais c'est difficile de comparer deux carrières qui sont aussi inégales au niveau de la longévité. Oui, je pense que Fanny choisirait Virginie aussi, donc je pense pas qu'elle t'en voudrait. Oui. Je crois qu'on est tous les trois très d'accord sur le fait que Virginie Fortin est exceptionnelle. Non mais Virginie, ça a été, moi quand je l'ai découvert au Québec, c'était un choc, hein. Mon gars, je la connaissais ni d'Ève ni d'Adam, j'avais jamais vu, et c'était sur un bête plateau au Louzo, les vrais savent, à Montréal. Petit plateau du Louzo dans une salle qui ressemble à une espèce de cafétéria avec des petites chaises, enfin bref. Et t'as Virginie, et je sentais, il y avait une fille de ma classe de l'école de l'humour qui était sur le même plateau et qui me dit « Ah putain, je suis un peu intimidé parce que je suis sur le même plateau que Virginie Fortin et tout. » Je dis « Mais enfin, c'est qui et tout ?» Donc du coup, le petit parfum de « ça va être un peu exceptionnel », je l'avais eu, mais c'est pas plus que ça. Enfin, tu vois, moi j'étais
au Québec, je connaissais personne, tu vois. Donc j'avais toujours ce truc de, pour moi, il y avait personne qui m'impressionnait de base. Et là, elle commence son truc, elle close la soirée, mais tu vois, le truc c'est que, j'allais dire à la base, visuellement, c'est très modeste, mais ce que je veux dire, c'est que pas quelqu'un qui arrive avec une énergie de waouh, où t'es là, où t'es ouh là là, et tu t'accroches à ton siège et tu dis bon là on est embarqué dans un truc. Non, au départ c'est quelqu'un qui arrive et là elle fait son truc qui est dans son spectacle maintenant avec le nombre de camisoles. Enfin bref, elle tout son numéro, je vais pas le révéler parce que c'est un petit bijou, mais en gros c'est un truc très lent, très progressif, où au début t'as énormément d'informations avec pas encore énormément de punch. Après quand je l'ai vu, peut-être que c'était encore en train d'être rodé ce truc là, tu vois, mais où à la fin le retournement de situation, le climax de ce truc là est tellement puissant que j'étais là. Tu vois ce truc où tu viens de vivre un truc et tu te dis mais putain mais c'est qui? Et avec Virginie j'ai eu ça, mais c'est qui cette personne? J'étais genre waouh. Et quand elle est venue en Belgique et j'ai eu l'immense honneur de faire sa première partie. Et enfin j'allais dire je tremblais comme avec Kian, mais j'étais vraiment troublé quoi. Toujours particulier quoi de travailler avec des gens que t'admires. Et ça je pense que le stand-up c'est aussi un truc qui permet rapidement ce genre de petits ascenseurs sociaux où en une fois tu sais pas pourquoi tu te retrouves à partager un bout de pain ou un bout de scène avec des gens dont tu n'espérais même pas les voir ailleurs que sur ta télé. Enfin bref, c'est fou quoi. Et donc oui, Virginie et ses angles incroyables, Virginie et sa folie de l'espace, Virginie Forever quoi. Il devrait y avoir des t-shirts. Non, on va commencer. Des camisoles. Je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'y ait pas des camisoles Virginie Fortin. Allez, choix suivant entre Louis C.K. et Chris Rock. Ah, parce que tu vois la discussion, ils sont à 4 là. Louis C.K., Chris Rock, Ricky Gervais et Seinfeld. Et finalement, et j'en parlais encore avec des potes de ces 45 minutes d'anthologie, où finalement, il faut bien admettre que c'est Chris Rock qui a le punch le plus fort de toute la discussion, quoi. Et donc, oh là là. Mais ouais, non, je vais devoir aller avec Louis C.K. pour le nombre de rires au kilomètre, on va dire, que ça peut me provoquer. Là où Chris Rock va me faire hurler de rire, mais à la fin de son beat et tout. Tu vois, tandis que Louis C.K., il va y avoir un truc plus permanent dans la drôlerie. Chris Rock, je vais être genre spectateur pendant 80% du beat, spectateur de ce qu'il propose en termes de machin, et puis je vais rire à fond au punch. Tandis que Louis C.K., c'est comme si tout était un punch en permanence, tu vois. Ouais, tu ne t'arrêtes jamais de rire en fait. Ouais, t'es toujours un peu giggling, comme ça. Je comprends, mais je choisirais Louis C.K. aussi. Mais bon, avec, enfin voilà, puis à genoux devant Chris Rock, any fucking day. Franchement, c'est à cet ordre. Mais Louis, quoi, Big Loulou. On continue avec les choix de vie qui vont te créer des problèmes avec tes amis. Entre Dan Gagnon et Étienne Sercq. Oula, mais pourquoi tu fais ça? J'aime bien. Attends, et c'est quoi la question? Qui est-ce qui te fait le plus rire entre les deux? Ah, fuck. C'est chaud parce que Dan, ce que je vais admirer, c'est toujours un peu la prise de risque, tu vois, le côté il débarque, il sait pas trop ce qu'il va faire, ou parfois il sait très bien ce qu'il va faire, et après il est très prolixe. Mais Étienne, il est très travaillant, il va me faire rire sur je sais pas, son côté un peu genre chorégraphe parisien, comme ça, tu vois. Mais je vais aller avec, oh là là, j'allais dire Dan pour le fait que il me fait énormément rire en podcast. Tu vois, de manière spontanée dans la vie, mais franchement par rapport à la scène quoi. Ça me fait rire, c'est que t'es trop gentil pour me dire fuck you, j'ai pas choisi pas. Ah ouais. C'est aussi une troisième possibilité que certains prennent. C'est ça que j'aime bien, que tu ne la prends pas. Ouais. Mais maintenant que je l'ai dit, je sens que je vais entendre beaucoup de fuck you. Mais si j'avais eu cette option, c'est vraiment sur cette question-là je l'aurais mise parce que. Oh, attends les suites. Hein. Ouais. Ok, d'accord. Choix suivant entre Farah et Émilie Krohn. Oh là là. Mais même elles ne savent pas. Enfin, tu vois, c'est une espèce de Vegeta mou versus Son Goku blasé comme ça. Tu vois, physiquement, ça me fait mal. C'est ce que tu me demandes. Physiquement, j'ai mal à la tête comme quand on t'appuie sur les tempes comme ça. Ah, je vais perdre des amis. C'est ça qui va se passer. C'est ça que tu veux? Pas du tout. Je veux juste que tu arrives à te dépatouiller, à dire des bonnes choses sur les deux, ou alors à me dire d'aller me faire foutre et que tu choisiras pas, et je comprendrai. Mais écoute, elles sont très complémentaires, évidemment. Mais ça va peut-être surprendre. Mais j'aurais tendance à dire Émilie Krohn. Oh mon Dieu, la bombe.
Mais il y a des moments d'abandon où là, tu vois, comme dans les Chevaliers du Zodiaque, quand ils atteignent le 7e sens, là, tu vois, et que là, on contrôle plus rien. Et donc, Émilie a ça parfois. Et là-dedans, elle va venir me cueillir. Mais c'est très injuste vis-à-vis de Farah qui me fait rire 90% du temps. Farah, elle est très travaillante et donc elle est d'une efficacité assez constante. Là où Émilie, parfois, va avoir des résultats plus inégaux. Mais parfois, j'ai l'impression que le sublime d'Émilie nous sublime parfois tous. On brise des amitiés, mais on dit des belles choses, donc ça va. Choix suivant, entre Guillermo Guise et Cody. Non, mais là, ouais, non, Guillermo. Enfin, quoique, putain, punaise, purée, pustule. Non, mais là, vraiment, ouais, c'est l'auteur et l'interprète, quoi. Tu vois, si les deux faisaient une fusion, mais l'humour belge pourrait exister dans l'espace entre ces deux personnes-là, quoi. Tu vois, ça serait une espèce de vortex de pure puissance. Mais du coup, ouais, textuellement Guillermo, mais après Cody, tu vois, c'est un peu comme Émilie et Farah, quoi. Tu vois, il y a ce côté où Guillermo aussi va être efficace 90% du temps. C'est comme si Guillermo c'était Farah, mais que Cody, dans ses moments de grâce, plane, vraiment inarrêtable. Et du coup, il y a un côté plus impressionnant parce que t'as l'impression que ça vient de nulle part, que c'est, tu vois, une espèce de lumière qui descend et voilà, tu vois, c'était quoi les chances de réussir à faire rire toute la Belgique avec un concept qui a 25 ans, c'est-à-dire, tu vois, des perruques et des machins, et de faire un nulle part ailleurs 2020, et de réussir à faire des trucs aussi efficaces. Je dirais en puissance comique pure, je dirais Cody, mais après, voilà. Mais après, les vannes de Guillermo vont me rester en tête plus longtemps, tu vois, c'est ça. Quitte à te mettre en difficulté avec tes amis en Belgique, on va le faire aussi avec tes amis québécois. Entre Charles-Olivier Saint-Cyr et Jonathan Côté. Mais comment tu sais? Mais parce que je sais tout. J'ai fait des recherches, je sais qui était dans ta cohorte. Je les ai vus quand ils sont venus en Belgique aussi. Je les ai vus jouer. Ah ouais, oh, mais ça me fait tellement plaisir de reparler d'eux. C'est les bons souvenirs. Jonathan, tu viens, je te parlais de ce cercle de l'enfer où ils m'avaient tous fait un retour assassin sur ma nonchalance et mon côté je prends pas l'humour au sérieux. Et Joe, c'est le seul qui avait fait « Non, moi je trouve que ça va, il est cool ». Tu vois, ils devaient tous me donner une note sur 10, personne m'avait donné au-dessus de 3, et Joe il m'avait dit « Ouais, 7, 8, moi je trouve qu'il a fait des progrès ces derniers temps, parce que vu d'où il vient, enfin, tu vois, Joe il a cette espèce de bonhomie, un truc, tu vois, la bonhomie de Cody, là, mais c'est version, tu vois, avec sa voix de Pumba, enfin, c'est fou, quoi. Et tu sais qu'en plus, c'est lui, un des gars avec qui je me suis retrouvé à devoir faire le dernier round à l'école de l'humour, tu vois, le truc où, ce fameux truc où je vais 4 jours pour faire le casting, le dernier casting, tu vois, et qu'on t'associe à quelqu'un en disant, ah, voilà, prenez un texte, allez l'étudier, et où les deux, on sait pas si on va être pris, tu vois. Et je me suis retrouvé par hasard avec Joe, et les deux, on a été pris, et donc on a vraiment eu une bonne connexion. Après, Charlot, très travaillant aussi, très efficace. On a eu des très bons échanges parce que j'avais dû revisiter certains de ses gags, et on avait fait un des exercices de l'école où tu dois échanger, genre tu dois prendre le texte de l'autre et l'améliorer et le jouer devant les gens. Très drôle à faire, mais apparemment je le faisais pas bien parce qu'il me disait « Mec, t'es en train de chier tous mes gags. » Au final, j'irais avec Joe Côté, mais pour un peu cette générosité, même si Charlot est aussi d'une énorme... C'est le seul qui m'écrivait même avant que j'arrive. Donc là, encore une fois, choix cornélien. Ouais, je vais avec Joe, mais en ayant énormément de plaisir à repenser aux deux, de très bons souvenirs. Ça marche. Un tout dernier choix entre François Bellefeuille et Arnaud Soli. Oula. C'est surprenant. Hein. Deux styles, rien à voir. Rien à voir. Ben, je dirais François, que j'ai vu au bordel éclater des salles, mais d'une force. Voilà. Mais après, tu me diras Arnaud aussi, mais Arnaud, il est plus dans un truc absurde et tout. Et Arnaud, on a eu la chance de faire un de mes premiers, mon premier abreuvoir que j'ai fait, donc une de mes premières scènes en dehors de l'école à l'abreuvoir, qui est un peu une scène mythique pour les open mic, le mercredi soir à Montréal, si vous êtes là-bas. Et il y avait Arnaud, Coco Bellivo. En tout cas, c'est les deux dont je me souviens parce que Coco, je la connaissais et que Arnaud m'a fait des retours hyper positifs sur mon passage. Et donc c'est là où on s'est rencontrés et que je fais ah putain nice, et que j'étais un peu voir ce qu'il fait avec ses flûtes dans le nez et tout. Et Arnaud aussi hyper efficace en impro, une machine. En impro, c'est une légende au Québec apparemment. J'ai écouté plusieurs podcasts où il parle de lui et c'est des gens qui sont des sommités en impro qui sont vraiment très très bons, qui disent que lui est une sommité en impro qui est très très bon. Donc ça doit être un niveau impressionnant.
Ouais, c'est oufissime. Mais là, pour le coup, sur scène, je l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai vu 2-3 fois seulement. Là où François, j'ai eu passé une semaine où il y avait Tania Dutel qui était venue en vacances, et qui était venue jouer. Et comme elle connaissait pas grand monde, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et on allait souvent au bordel, parce qu'elle jouait là. Et donc, on a souvent vu le passage que François Bellefeuille rôdait cette semaine-là. Et j'ai été hyper impressionné parce qu'entre le début et la fin de la semaine, c'était pas le même passage. Tous les jours, il retravaillait. Tous les jours, alors qu'il il est déjà reconnu comme, c'est un des propriétaires du lieu. Le gars, c'est un patron. Il est chez lui et tout, quoi. Mais travailler comme si c'était un élève de l'École nationale de l'humour, quoi. Mais un élève assidu, quoi. Donc vraiment, alors que les gens n'en peuvent plus, t'as l'impression que, que les urgences ne doivent pas être loin pour les rattraper si ça va plus. Et pourtant, le moindre virgule est pour devenir encore plus efficace et où il est bon, du début du texte jusqu'au bout des cheveux, quoi. Et donc, François Bellefeuille forever. Après, il faut quand même savoir que la première fois que je l'ai vu, la première fois où j'ai été justement de ma vie à l'Abreuvoir, je me souviens, t'as la meuf de l'entrée qui me dit hey, ce soir vous avez de la chance parce que on a des petites surprises. C'est le truc, c'est le genre d'open mic où tu vas et parfois t'as une sommité, tu sais pas, et qui arrive. Et en fait, pour le même prix, pour ces $5, tu vois, c'est $5. Et t'as parfois des gens qui viennent rôder, comme si ici t'allais voir une scène ouverte et puis t'as, je sais pas, moi, Fary et Paul Mirabel, enfin je sais pas, pour citer les gens actuels qui viennent rôder. Et ben là, pareil. Et donc, la meuf, elle me dit, vous avez 2 sommités. Je dis, ah ouais, qui? Elle me fait, il y a Louis-José ou François Bellefeuille. Mais moi, je suis au Québec depuis une semaine. Ces noms ne me disent rien. Je suis là, et donc, je lui ris au nez, quoi. Tu vois, la meuf, elle me dit des sommités. Moi, je m'attendais, genre Chris Rock, j'en sais rien, tu vois. Ah, moi, tu me dis par contre la même chose. Louis-José Houd et François Bellefeuille. Et pour $5, Entre autres. Je deviens fou. Ouais. Moi, c'est mon anniversaire. Et moi, les humoristes québécois, c'est mes préférés. Moi, je comprends, je comprends, mais évidemment. Tu me dis, il y a Chris Rock d'un côté et Louis-José Houd. Je vais voir Louis-José Houd. J'adore. Même en humour québécois, c'est ma passion. Tu me dis, il y a Virginie Fortin ou Sarah Silverman. Je vais voir Virginie Fortin. Ah ouais. Alors que j'adore Sarah Silverman, hein, mais c'est Virginie Fortin. Mais après, je comprends. Franchement, Virginie, moi, tu sais, une de mes plus grandes fiertés, c'est quand j'ai fait sa première partie, tu vois, moi, je m'enregistre toujours. Et j'ai eu ça avec Blanche aussi. C'est que je m'enregistre avant de monter sur scène, et donc parfois, à la bourre, je monte sur scène, machin, je mets mon enregistreur, et je le laisse parfois en coulisses là où j'étais. Et donc là, au Kings, j'ai laissé mon enregistreur là où j'étais, et donc quand je reviens le récupérer, il était à côté de Virginie, quoi, tu vois. Et donc, elle a bien aimé mon passage, et donc, je peux réécouter mon passage avec des rires de Virginie Fortin. Ah, trop cool. Mais et j'ai eu la même chose avec Blanche, tu vois, de pouvoir avoir tes blagues enregistrées avec des rires de Blanche, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et là, ok, c'est bon. Tu vois, là, les scènes où ça se passe mal, je rentre et je réécoute ça en me disant un jour j'ai été bon. Donc tout ça pour dire, c'était quoi? Louis-José Houd et François Bellefeuille à l'Abreuvoir. Et Louis-José débarque pour rôder un numéro. Il présente le gala de la disque depuis 42 ans. et donc en fait, ils ont le professionnalisme là-bas de quand tu présentes un truc, de venir rôder, tu vois, de présenter un truc hyper léché pour la télé, quoi. Tu vois, donc d'aller rôder dans des comedy clubs, tout Louis-José Houd qu'il est, parce que pour les gens qui savent pas, mais là-bas c'est Gad Elmaleh x 1000, quoi. Enfin, Gad Elmaleh est pris pandémie personnelle aussi, quoi. Et du coup, déjà, moi je découvre Louis-José, je suis là, waouh, tu vois, là vraiment j'ai été flabbergasté aussi par le truc, la précision jusqu'au bout des gestes, enregistrer le passage. Et il y a un truc très impressionnant, je te trouve, hein, c'est quand tu réécoutes, en fait, t'entends, il fait une vanne hyper efficace, les gens rient très fort, et après, il poursuit par une mimique, il continue par un geste, il termine par un changement d'attitude et qui fait que sur le moment quand t'es dans la salle, tu trouves ça drôle, t'es à fond dedans et tout. Et en fait, quand tu réécoutes à l'audio, t'entends la vanne, t'entends un rire, puis il n'y a plus rien, puis tu réentends un rire et puis tu vois, et tu te dis mais en fait, ils viennent d'où ces rires, tu vois? Parce que quand tu te souviens plus, quand tu réécoutes des mois après, tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, c'est là où ça va jusqu'au bout des ongles, parce qu'en fait, tu te souviens qu'en fait, ces rires étaient uniquement dus au fait qu'il est venu surenchérir ce qu'il venait de dire par une mimique, un geste, une attitude, un truc, et avec la même puissance que si tu avais trouvé une autre vanne. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est ça, et ça tu sais pas le trouver juste en écrivant et en allant rôder, tu vois, c'est vraiment en allant toujours plus loin. Mais alors le même soir, il y a François Bellefeuille, et je comprends rien, quoi. Je comprends rien. Les gens sont pliés, encore une fois, à 2 doigts des urgences, et je ne comprends pas un mot de ce que ce gars raconte, quoi. Parce que j'étais au Québec depuis une semaine, et j'ai eu la même avec les gens de ma classe, mais... Si vous voulez aller voir sur YouTube et tout ça, c'est quelqu'un qui est un personnage de quelqu'un complètement fou, ouais, qui a un débit de parole très rapide. Très dans l'énergie, intense. Et très québécois aussi, beaucoup de termes québécois. Ouais, avec un accent... important. Ouais, important. Mais une fois que tu comprends, là, c'est
hilarant. Je vous conseille vivement François Bellefeuille. Et voilà, j'espère n'avoir brisé aucune amitié, c'est vraiment pas le but. Émilie, Farah, vous savez, on a une équipe, il n'y a que de l'amour et puis tout ça est fluctuant aussi, tu vois, c'est ça aussi, c'est que ça ne fait qu'évoluer en permanence, que les gens qui sont là en bas aujourd'hui sont en haut demain, inversement, et c'est uniquement en fonction de ton travail et de... Mais je me rends compte que j'ai oublié, et ils en ont parlé tout à l'heure, du coup j'ai envie de le faire, entre Raph et Rudy. Oh là, mais ça c'est vraiment... Comme a dit Fanny, c'est la même personne, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Et voilà, il y avait une porte de sortie, il l'a pris, félicitations. Ouais. Fanny a montré le chemin pour les autres. Merci. Ah, mais ça, écoute, c'est son rôle, hein. Fanny, c'est la Hermione du game, mon gars. Elle montre un certain chemin, effectivement. Merci énormément d'avoir bien voulu faire ce podcast à 1h du matin en arrivant chez toi et à 5h du matin quand on finit de l'enregistrer. Mais j'ai trouvé ça vraiment top. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Régis. Merci. J'espère que j'ai énormément parlé et je trouve ça d'une grande impolitesse. J'espère quand même que ce sera digeste. Mais merci de m'avoir écouté, toi comme tout le monde, et de m'avoir offert cette tribune. Avec grand plaisir. C'est ton premier podcast. Il fallait marquer le coup. Là, t'as fait 5 podcasts d'un coup. En fait. Oui, voilà. Et du coup, pour les gens qui ont besoin d'infos, ce sera la référence. Là, ils ont tout. Ouais, presque tout. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci, Régis. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.